La colle que vous allez voir fait partie de la formation Kinori. C'est la meilleure formation que vous pourrez trouver sur la prépa éco. Elle va vous aider à gagner des points et à gagner du temps pendant votre année de prépa. Vous allez y trouver mes conseils, mes méthodes que j'ai appliquées pour intégrer HEC à la 21e place. Et puis surtout, vous allez avoir des trucs spéciaux, des modules faits par Gauthier qui est arrivé 3e à HEC pour vous expliquer comment utiliser Anki. Vous allez avoir des témoignages d'étudiants et vous allez avoir surtout beaucoup d'entraînement chaque semaine, et ça c'est extrêmement important, c'est que vous pourrez rédiger des plans sur des sujets qu'on va vous envoyer, et vous recevrez ensuite la correction, que ce soit en vidéo ou par écrit, pour progresser et devenir plus efficace que les autres candidats. Le libre-échange stimule l'innovation, nourrit la concurrence et offre des opportunités d'enrichissement mutuel. Cependant, il peut également créer des défis pour les entreprises et pour les économies, exigeant ainsi des stratégies compétitives adaptées. À travers cette citation de Michael Porter, on peut bien voir l'ambivalence de l'ouverture commerciale et de ses effets sur la structure industrielle et concurrentielle des différents pays. On peut noter ici que l'accroche porte directement sur le sujet et donc il est favorable d'avoir des citations assez nombreuses pour pouvoir traiter plusieurs types de sujets. Cependant, si on n'a pas de citation qui répondent directement au sujet ouverture commerciale et intensité concurrentielle, on peut partir simplement de chiffres et voir si on n'a pas de chiffres, partir d'une théorie économique qui est censée être répétée dans le plan, mais simplement pour planter le décor. Il faut surtout absolument avoir une accroche et ne pas commencer directement par la définition des termes. L'ouverture commerciale pourrait se définir selon Jacques Ada dans la mondialisation de l'économie en 2007 comme le processus d'interconnexion des économies à travers lequel les échanges économiques et productifs se multiplient entre les nations. Quant à elle, l'intensité concurrentielle pourrait se voir de deux manières différentes. D'abord, une acception microéconomique où l'on parle de la concurrence entre les entreprises, et donc cela pourrait être mesuré par des indices comme l'indice d'Hirschman-Erfindal ou l'indice de Lerner, ou d'autre part avec une acception plus macroéconomique où on parlerait plutôt d'une concurrence, d'une intensité concurrentielle entre des pays ou des zones géographiques. Identifier les outils de mesure des éléments quantifiables tels que l'intensité concurrentielle peut être assez avantageux ici, puisque ça montre qu'on peut avoir des notions plus poussées que les autres sur la micro en ce qui concerne l'intensité concurrentielle. Et on aurait pu aussi parler du taux d'ouverture pour l'acception macro avec la mondialisation. Il est toujours important de donner des définitions assez larges et complètes des différents termes que le sujet nous donne. Par exemple ici, intensité concurrentielle, de penser à un découpage entre microéconomie et macroéconomie, avec donc une concurrence entre les entreprises et entre les pays, peut permettre de structurer ces idées. Et donc là par exemple, deux parties sur la micro et une partie sur la macro, ce qui peut être assez avantageux et faire gagner pas mal de temps. Un premier enjeu de ce sujet est donc de se demander si l'ouverture commerciale offre plus ou moins de concurrence pour les économies. La question se pose au niveau national. Est-ce qu'en économie ouverte, une entreprise va accroître ou va réduire ses parts de marché au niveau national, mais aussi au niveau mondial, puisqu'elle sera mise en concurrence avec les entreprises des autres pays. Un deuxième enjeu porte davantage sur le marché local, puisque cela suppose de s'intéresser à la zone géographique en question et du marché en question. Est-ce que l'ouverture concurrentielle impacte les différents marchés et leur structure concurrentielle de la même manière? Un troisième enjeu sera de s'intéresser à la concurrence qui peut exister entre les différents pays. En effet, la mondialisation est essentiellement non coopérative et donc suppose une concurrence entre les différentes nations qui vont vouloir gagner en compétitivité et accroître leur part de marché globalement au niveau mondial. Donc cela suppose notamment de s'intéresser aux politiques commerciales stratégiques et non pas seulement à la concurrence entre les différents pays, mais aussi à la concurrence entre les États qui soutiennent ces pays-là, notamment en termes de politique économique.
Enfin, on pourrait redéfinir le terme d'intensité concurrentielle, où on parlerait davantage d'intensité concurrentielle sur un marché différent que le marché des biens et des services. Donc par exemple le marché du travail. Est-ce que l'ouverture commerciale favorise ou non l'intensité concurrentielle entre les différents travailleurs lorsqu'il s'agit de pourvoir un poste? Généralement, sur un sujet qui porte sur un marché ou sur une structure de marché, donc ici l'intensité concurrentielle, il peut être intéressant de ne pas raisonner seulement sur le marché des biens et des services, mais de s'étendre aux 4 types de marchés valraciens, donc marché des biens et services, marché financier, marché de la monnaie et marché du travail. Là par exemple, l'intensité concurrentielle sur le marché du travail, c'est un plus que très peu d'étudiants vont voir et qui peut être en quelque sorte une cerise sur le gâteau. Au regard de tous ces enjeux, nous pourrons demander dans quelle mesure l'internationalisation des économies a-t-elle modifié la structure des marchés nationaux et internationaux, ainsi que les rapports de force entre les nations. Dans une première partie, nous verrons que l'ouverture commerciale a augmenté l'intensité concurrentielle au niveau micro sous certains aspects. Dans une deuxième partie, toutefois, nous verrons qu'il y a d'autres aspects de la structure concurrentielle qui ont été davantage réduits où des monopoles ont pu s'installer au niveau mondial. Dans une troisième partie, nous nous intéresserons davantage à la concurrence entre les pays et surtout en hypermondialisation actuelle. Dans une première partie donc, nous pouvons voir que l'ouverture commerciale pouvait accroître l'intensité concurrentielle sous certains aspects au niveau microéconomique donc entre les entreprises. Tout d'abord, au niveau mondial, on peut noter un effet pro-compétitif lié à la mondialisation. En ouverture commerciale, lorsqu'une entreprise va attaquer un marché mondial, elle va être en concurrence avec les entreprises similaires des autres pays. Par exemple, s'il existe un monopole dans un pays A qui va s'ouvrir commercialement, ce monopole va être confronté à tous les monopoles des autres pays et donc la structure des marchés mondiaux sera plus concurrentielle bien sûr que les marchés nationaux. C'est notamment la théorie de Helpman et Krugman dans Market Structure and Foreign Trade en 1985 qui montre que les marchés mondiaux sont très contestables. Ensuite, on pourrait analyser les comportements stratégiques des firmes, notamment quand il s'agit de structures concurrentielles. Par exemple, selon Knickerbocker en 1977, les entreprises vont s'internationaliser généralement pour suivre une firme leader et donc en tant que firme follower et donc par simple effet mimétique vont s'implanter dans une zone géographique pour accroître la concurrence sur ces marchés et donc s'attaquer aux mêmes parts de marché au niveau mondial que les concurrents. Par conséquent, il y aura certaines zones géographiques telles que les zones d'effet d'agglomération qui seront très concurrentielles. Ensuite, lorsqu'il s'agit du marché du travail, on peut noter une hausse de la concurrence entre les travailleurs dans les pays développés récemment. On pourrait prendre le cas de la France aujourd'hui qui connaît un taux de chômage dans les 7%, ce qui suppose principalement que pour les emplois vacants, la concurrence soit plus élevée. Mais lorsqu'on parle précisément d'ouverture commerciale, on peut noter que avec la mondialisation humaine, les pays développés vont être confrontés les employés des pays développés vont être confrontés à une concurrence des employés étrangers qui vont demander des salaires généralement plus faibles et donc il y aura une tendance à la baisse des salaires dans les pays développés et donc une hausse de la concurrence au niveau du marché du travail. C'est notamment les chiffres que donnent Harrison et Macmillan qui montrent qu'entre 1984 et 2002, le salaire réel américain a diminué de 12 à 17% selon les différents marchés en question, enfin les différents marchés du travail en question, alors même que le taux d'ouverture a augmenté de 4 points. Ce qui montre donc que l'ouverture commerciale a augmenté l'intensité concurrentielle sur le marché du travail des États-Unis. On ne peut toutefois pas accorder une place principale à cet enjeu donc sur le marché du travail. Donc on ne pourra jamais en faire une partie. Par contre, l'inclure dans une sous-partie qui est ici microéconomique, ça peut être assez avantageux. Dans une deuxième partie toutefois, il existe d'autres aspects de l'intensité concurrentielle qui ont été affectés, disons, négativement par
l'ouverture commerciale. Et donc, il y a une formation, il y a eu moins de concurrence parfois liée à l'internationalisation. Au niveau mondial notamment, la plupart des théories du commerce international montrent que, à l'instar de la théorie des avantages absolus ou les avantages comparatifs, donc de Smith et de Ricardo respectivement, que les pays doivent se spécialiser, donc les entreprises aussi, pour conquérir les parts de marché au niveau mondial. Et donc qu'un pays va se spécialiser en fonction du secteur dans lequel ses coûts de production sont les plus faibles ou ses économies d'échelle les plus élevées. Par conséquent, il y aura des entreprises très spécialisées et donc l'émergence de monopoles sera bien plus propice dans ces pays qui se spécialisent dans certains secteurs. Ensuite, on peut parler des effets de rationalisation, qui est un phénomène qui consiste au fait que, certes, dans une première partie, nous avons montré qu'il y a plus d'entreprises et donc plus de concurrence au niveau mondial, mais il y a certes plus d'entreprises, mais certaines vont disparaître, notamment les entreprises les moins productives. Et donc c'est un peu le jeu de la destruction créatrice que montrait déjà Schumpeter en 1942, où seules les entreprises les plus productives sont capables de survivre au jeu de la mondialisation. Donc on peut constater une diminution de la concurrence. Au niveau local aussi, en économie ouverte, et donc par l'ouverture commerciale, les États vont être tentés de favoriser leurs champions nationaux et donc de subventionner à travers des politiques commerciales stratégiques massivement certaines entreprises qui vont donc accroître leur part de marché et donc il y aura moins de concurrence sur ces secteurs-là. Dans une troisième partie, nous pouvons nous intéresser davantage à la concurrence entre les nations et surtout en hypermondialisation. Tout d'abord, on peut faire le constat très simple que les États sont aujourd'hui sous pression, et c'est notamment ce que montrait Roderick dans Nation et mondialisation en 2008 avec son trilemme de Roderick, qui montrait que les États devaient accepter une perte de souveraineté pour accepter le jeu de l'hypermondialisation, avec son côté de la camisole dorée. Généralement, en 3.1 dans des écoles, mais aussi à l'écrit, il est important de contextualiser et d'actualiser le sujet. Donc ici, par exemple, avec le trilemme de Roderick, on peut faire le constat que les États sont sous pression et donc après avancer sur les raisonnements comme quoi ils vont être beaucoup plus en concurrence par rapport à l'équilibre autarcique. Ensuite, la mondialisation est essentiellement un jeu non coopératif, où chaque pays a intérêt à gagner des parts de marché, à accroître sa compétitivité prix comme hors prix au niveau mondial. Et donc, par conséquent, il y aura des politiques qui iront dans des sens contraires. Il y a aussi de la concurrence fiscale dans les différents pays pour attirer les IDE, et notamment avec le modèle centre-périphérie de Krugman et Venables. Et enfin, il y a une concurrence en matière de politique commerciale parce que, par exemple, la théorie des jeux peut montrer que si un pays est protectionniste avec un PIB qui, au contraire, lui, va être dans une optique de libre-échange, ce pays-là va gagner. Il a donc un équilibre de Nash avec un équilibre de protectionnisme, donc sous-optimal. Donc on peut donc conclure que l'ouverture commerciale a accru l'intensité concurrentielle entre les différents pays.